Récemment, la placide ville de Champigny-sur-Marne, à quelques encablures de Paris, a donc été la victime d'une attaque d'une rare violence contre son commissariat à coups de barres de fer et de mortier. La chose n'est pas si rare que cela, mais n'est pas toujours relayée par le pouvoir en place et par les médias. Il ne faut jamais faire le jeu de l'extrême droite, jamais, jamais, jamais. Attaquer un commissariat n'est pas un acte anodin, ce n'est pas comme brûler une poubelle ou braquer une supérette. Un commissariat est un symbole de l'État et de l'autorité publique. Le détruire s'apparente tout simplement à un acte de guerre. Nous sommes en guerre, nous avait dit en son temps Macronor Terminator, sachant que sa guerre à lui, c'est la guerre contre le virus invisible. Sacré Macronor, va! Regardons les choses en face. Nous en sommes désormais au stade de la pré-guerre civile, mais manifestement, nos trois apprentis mousquetaires, Macron, Moretti, Darmanin, n'ont pas l'air au courant. Leur réaction a été à la hauteur de nos attentes, totalement nulle. Darmanin, du haut de la place Beauvau, a frénétiquement agité le menton tel un Mussolini en culotte courte. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous allons interdire la vente au grand public des feux d'artifice tels que ceux qui ont été utilisés lors de l'attaque de Champigny. Pourquoi ? Parce que ce sont, je le cite, des armes par destination. Darmanin, mon grand garçon, tu aurais dû expliquer aux abrutis que nous sommes ce qu'est une arme par destination. Je me suis renseigné. Ainsi donc, une arme par destination est un objet qui n'est pas une arme, mais dont l'on se sert comme arme pour tuer ou blesser. Essayons de lister les armes par destination qu'il faut interdire. Le matériel de feu d'artifice utilisé à Champigny, nous sommes d'accord, il est dangereux de recevoir une fusée dans son trou de narine gauche. Le frigidaire jeté du haut du toit sur la police et qui risque évidemment de tuer, nous sommes d'accord, c'est une arme par destination. Le couteau qui sert à couper le saucisson et qui permet d'égorger tranquillement son voisin, il s'agit bien d'une arme par destination. Le hachoir utilisé par un islamiste pour hacher menu les journalistes de Charlie Hebdo, même chose. Le fer à repasser négligemment jeté par la fenêtre et qui atterrit sur la tête d'un policier en le blessant grièvement, idem. J'ai recensé 304 millions d'armes par destination qu'il faudrait interdire, mais je vous en épargne la lecture. En clair comme en sombre, tout objet peut devenir une arme par destination, mais Darmanin ne peut pas les interdire tous, sauf à décider la fermeture de Darty, de But, de Conforama et consorts. Autant d'espaces dangereux qu'il faut supprimer d'Ardard, car il s'agit de gigantesques armureries d'armes par destination. En réalité, les choses sont beaucoup plus simples que cela. Il suffit que Darmanin ait un peu de courage et qu'il s'occupe simplement de faire régner l'ordre par tous les moyens. Il ne le fera pas, mais continuera de s'agiter à la mode Sarkozy. Je cause, et c'est tout. La triste attaque de Champigny est loin d'être la première du genre et très très loin d'être la dernière. Sur ces bien tristes considérations, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais des fois. Le comportement citoyen, la préservation de l'environnement, la sauvegarde de l'espace public, c'est bon pour les autres, mais pas pour la République en marche. Faut pas pousser, non mais des fois. En effet, l'activité de la rentrée pour le parti gouvernemental, c'est le découpage-collage. LREM colore et décore les murs des villes de France à grands coups d'affiches, de propagande, montrant le héros Macronor Covidor dans le feu de l'action, avec comme beau slogan « Ensemble, nous réussirons ». Nous réussirons ensemble à faire quoi ? Je vous le demande bien, mais là n'est pas la question. Cette campagne est peut-être destinée à nous remonter le moral.
Mais pour l'instant, le résultat n'est pas flagrant. Le problème, c'est que les dites affiches tombent sous le coup de ce que l'on appelle l'affichage sauvage. Non, je ne parle pas d'ensauvagement, je parle de l'affichage sauvage. Eh bien oui, depuis la loi du 29 juillet 1880, nous n'avons pas le droit de recrépir impunément les murs de nos magnifiques centres-villes, souvent massacrés d'ailleurs par l'art contemporain, ou de nos périphéries bétonnées avec tout et n'importe quoi. Du coup, dans les municipalités de France et de Navarre, ça jase. LREM serait-elle au-dessus des lois? Connaît-elle les règlements? Se fiche-t-elle de polluer et d'enlaidir les façades? Qui va nettoyer? Autant de questions pour l'instant sans réponse. La réponse a fini par venir de la part d'un membre du bureau exécutif du parti qui porte le joli nom de l'avocat, ça ne s'invente pas, et qui, comme tout bon avocat de gauche, essaye de défendre l'indéfendable. Ce n'est pas de la vile propagande partisane, nous dit-il. Je le cite, c'est un enjeu collectif où les attitudes partisanes doivent laisser place à un enjeu de cohésion nationale. Bon sang, mais c'est bien sûr. 200 000 affiches ont donc été parachutées sur toute la France pour nous rappeler la bienveillante tutelle qu'exerce Macronor, Covidor, chef de guerre, sur nous tous. Comme c'est rassurant. Moi, cela me rassure totalement. Quoi qu'il en soit, il y en a qui ne perdent pas de temps pour rentrer en campagne. Finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Plus nous allons voir la bobine macronienne, plus nous allons saturer et plus nous serons motivés pour mieux voter en 2022 qu'en 2017. Sur ces considérations optimistes, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. Bruno Le Maire a présenté le projet de budget 2021 dans un fatras de chiffres aussi divers qu'avariés qui ont manifestement subjugué le monde de ce que l'on appelle les journalistes économiques. Ces derniers ont donc retraduit fidèlement les propos du ministre en oubliant leur rôle principal qui est d'analyser et de commenter en fonction de l'implacable réalité et non en fonction de positions politiques. Car tel est leur devoir vis-à-vis de leurs lecteurs qui ont besoin d'une information vraie et argumentée. À cet égard, je voudrais commenter les 3 pages d'un journal du matin qui se dit de droite, page consacrée à ce budget 2021. La veille, le lecteur avait été mis en condition par un titre alléchant. Un budget 2021 aussi ambitieux qu'incertain. Tout d'abord, un budget ambitieux est par définition positif. Le lecteur était donc mis en condition. Ensuite, qu'il soit incertain est une évidence, puisque tout budget est par définition incertain. Ainsi, le titre sous-entendait que Bruno Le Maire avait fait du bon travail. Bravo Bruno! Le lendemain, le même journal analysait le budget sous un grand titre. Un budget hors norme face à la crise. D'emblée, il était sous-entendu que la crise rendait acceptable un budget hors norme, qui allait sûrement sortir la France de la crise. Le bon Bruno était donc préalablement excusé par le seul titre. Il s'ensuivait une avalanche de tableaux sous forme de pourcentage qui indiquait que si le prix de la pomme de terre allait augmenter de 0,2%, celui de la chaussure allait baisser de 1,33% et que donc la consommation allait augmenter tout en diminuant, sachant que la production serait exportée par des importations et que le tourisme serait covidiquement positif. En bref, après la lecture de tous ces tableaux, le lecteur, qui n'a probablement rien compris, prend 4 Doliprane et dort 24 heures d'affilée. Ces bons économistes de ce bon journal du matin devaient tout simplement titrer, après un budget 2020 dramatique, un projet de budget 2021 catastrophique.
Il suffisait de mettre 2 chiffres en exergue pour tout comprendre. Le budget 2020 va se terminer par un déficit tournant autour de 200 milliards d'euros. Et le projet de budget 2021 affiche un déficit proche de 200 milliards d'euros. En 2 ans, la France se sera endettée de 400 milliards d'euros. Pendant le quinquennat de Macron-Covidor, la France aura donc accru sa dette de la modique somme de 600 à 700 milliards d'euros pour flirter avec une dette publique totale d'environ 3 000 milliards d'euros. La Bérésina, à côté de ce désastre des finances publiques, fut très certainement une grande partie de plaisir. Voilà ce qu'auraient dû écrire les journalistes économiques de ce journal conservateur du matin, qui affichent par leurs analyses un cœur probablement plus plus macronique que ne le pensent ses lecteurs. Après cette brillante analyse, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Le Conseil constitutionnel est une formidable institution républicaine destinée à s'assurer de la constitutionnalité des lois et accessoirement à recycler les anciens présidents de la République et autres ministres à la retraite pour éviter qu'ils ne s'ennuient durant les longs après-midi pluvieux de l'hiver. L'IREF, un institut de recherche qui milite pour la liberté économique et la concurrence fiscale, s'est penché sur les rémunérations et avantages perçus par ces braves gens, le tout aux frais de la République, ou plutôt des contribuables. Le résultat est enthousiasmant. Pendant des décennies, les conseillers ont bénéficié de passe-droits se chiffrant en grosses dizaines de millions d'euros sonnantes et trébuchantes. Pendant des décennies, ils ont soustrait leur rémunération à l'impôt sur le revenu ou encore perçu des indemnités de façon irrégulière. Le tout en douce, comme on dit, en cachette, sous le manteau, c'est comme on voudra. Alors, comme ça, les sages ne seraient pas si sages, les vénérables gardiens de l'ordre constitutionnel se seraient fait graisser la patte, ni vu ni connu que je t'embrouille ma grenouille. Tout cela est pour le moins inquiétant. Tous les mois, ces honorables seniors ont vu passer sous leurs yeux des feuilles de rémunération mentionnant des montants suspects, sans qu'ils en aient perdu le sommeil ou qu'ils cherchent à enquêter. Peut-être ne veulent-ils plus enquêter, atteints par une sorte de phobie administrative, ou tout simplement parce qu'ils sont passés par les écoles de la République et qu'ils ne savent donc ni lire ni compter. Il est également vrai que lorsque l'on garde la clé du placard, il est terriblement tentant de plonger le doigt dans le pot de confiture. Pour tous ceux qui croyaient que nous vivions encore dans un état de droit, la désillusion doit être terrible. Que le Conseil constitutionnel soit l'un des grands responsables de la décadence française, nous le savons tous, mais que ses membres tripatouillent en aggravant de la sorte la ruine consommée de nos finances publiques, cela interpelle juste quelque part, je veux dire, comme le disent toujours les bobos du Marais. Qu'on se le dise, le Conseil constitutionnel prône en permanence la transparence, oui, mais chez les autres. Sur cette très belle parole, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain. Des manifestations se sont tenues un peu partout en France pour protester contre le projet mortifère de loi de bioéthique. Des manifs style 2013, drapeaux, musique techno, beaucoup de bruit et un légalisme absolu. L'on est en droit de se poser une question légitime. Faut-il tant de bruit et de hurlements dans le cadre d'un légalisme absolu ?
Ne faudrait-il pas moins de bruit et de fureur, mais également moins de légalisme absolu? La question reste ouverte. À titre personnel, je privilégierais plutôt la seconde solution. En revanche, une autre question me semble très importante. Faut-il manifester ou être orateur de la manifestation avec un bonnet phrygien sur la tête? Cette question, qui peut sembler secondaire, est probablement capitale. Le bonnet phrygien, nous le savons tous, est l'incontournable symbole de la Révolution de 1789, période dramatique de terreur et de massacre pour tous. Faut-il manifester en 2020 en exhibant de tels symboles? Ces bonnets phrygiens, arborés pour la défense de la famille, sont la preuve de ce que nous pourrions appeler le syndrome du ralliement. On reconnaît le système dominant et ses codes, on s'y soumet en espérant se faire entendre, et c'est le contraire qui se produit dans la mesure où l'on accepte de reconnaître les règles d'un ordre érigé pour nous détruire. En réalité, ces bonnets phrygiens coiffent, si je peux m'exprimer ainsi, les fameuses valeurs de la République. Ce qui appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, ne faisons pas porter à la République plus que ce que peuvent porter ses bien frêles épaules. La République n'est qu'un système de gouvernement, rien de plus. Lui prêter des valeurs, c'est en faire une idéologie, l'idéologie développée depuis plusieurs siècles par la franc-maçonnerie, dont l'objectif explicitement exprimé est d'abolir définitivement la France chrétienne. D'autre part, la République comme système de gouvernement, parlons-en. Nous en sommes déjà à la 5e édition, quand les 4 précédentes se sont tous achevées sur de véritables catastrophes. Petit rappel historique. La première et la deuxième République ont été gentiment rappelées à l'ordre par l'Empire, après avoir été le théâtre de la terreur pour la première et de l'anarchie pour la seconde. Elles ont coûté 2 millions de morts environ et des blessés en pagaille. Une paille. La Troisième République n'a eu de cesse de démolir les piliers sur lesquels reposait la France millénaire et a profondément désorganisé notre pays. Assez logiquement, elle a failli s'effondrer en 1914, a pleuré ses presque 6 millions de morts et blessés en 1918 et s'est effondrée pour de bon dans la lâcheté et la peur au moment de la débâcle de 1940. La Quatrième République, incroyable pétaudière incapable de gérer les défis de l'après-guerre, s'est donnée avec un soupir de soulagement à un certain général. Que va-t-il advenir de la Cinquième République avec une hérédité aussi lourde? Le chemin qu'elle prend ressemble furieusement aux chemins républicains précédents qui ont répétitivement conduit la France au bord du gouffre. Espérer un quelconque salut dans les valeurs de la République revient à se leurrer complètement. Comme le disait le bon vieux détective Rouletabille, héros de Gaston Leroux. Il faut donc commencer par retrouver, je le cite, « le bon bout de la raison car c'est le seul qui ne craque jamais ». Le bon bout de la raison nous indiquera la marche à suivre. Ne pas se tromper de cause, ne pas voir des amis où il n'y en a pas, ne pas donner de gages inutiles aux ennemis et utiliser tous les moyens possibles pour affronter les héritiers des bonnets phrygiens qui ont juré de faire mourir la France. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à lundi.